Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Sur l'hallucinant cyclone du golfe du Bengale, depuis vendredi, nous vous donnons surtout des chiffres qui ne cessent d'augmenter. 300 000, 500 000, aujourd'hui les estimations approchent du million, mais nous n'étions pas en mesure de vous donner la moindre image de ce désastre. Aujourd'hui, nous vous présentons le premier document, et je dois même ajouter le premier document reçu dans le monde qui nous soit parvenu du Pakistan, de nos envoyés spéciaux Jean-Louis Saporito et Roger Rip. Pas d'eau, pas de vêtements, pas de nourriture, pas de vaccin. Ces hommes, ceux qui ont échappé à l'anéantissement, pour eux, il s'agit maintenant de survivre face à la famine et au choléra. Les mots ne suffisent pas à dire ce qu'il y a de détresse dans ces images, dans ces visages d'hommes atterrés. Cela dépasse souvent l'imagination, de même que ce qui s'est passé, ce raz-de-marée qui a emporté ces buttes, ces digues de plusieurs mètres de haut, dans lesquelles maintenant on essaie de creuser ce qu'il faut bien appeler des fosses communes. Car il faut avant tout enterrer les victimes, travail insurmontable semble-t-il, dont dépend la survie de tout un pays. Bien sûr, les premiers secours venus de tous les pays du monde commencent à arriver à Dacca, mais comment les acheminer? Le Pakistan n'a pratiquement pas d'hélicoptère, quelques jeeps pour quelques médecins, bien sûr pas de moyen d'établir un pont aérien. Sur des centaines de kilomètres de côte, sur toutes les îles du golfe du Bengale, c'est le même spectacle. Peu importe où nous sommes, ici c'est à 40 kilomètres de ce qui fut la ville de Noakhali, la région la plus durement touchée. Dans les îles, l'anéantissement est plus dramatique encore. Peu importe les récits, les témoignages sur la violence du raz-de-marée, seul parle ce que l'on voit aujourd'hui dans ce pays dévasté. Partout un seul espoir, un seul travail qui semble impossible, éloigner la menace et aussi tenter de sauver ce qui peut être sauvé dans ce qui reste, et il en reste très peu, des récoltes. Image qui donne une idée de la violence de ce qui s'est passé, cette barque de pêcheurs emportée dans ce qui était des réserves de fourrage à plusieurs centaines de mètres, peut-être plus d'1 kilomètre de la côte. La plus grande partie des récoltes est anéantie, et c'est grain de riz par grain de riz que ceux qui ont pu échapper fouillent le sol. Mais la nourriture elle-même est contaminée. Il n'y a pas d'eau pour la faire bouillir, pas d'allumettes pour allumer du feu. Alors ici et là, à l'ombre d'un mur, dans ce qui reste de quelques villages, à la flamme d'un briquet ou d'un pauvre feu, les survivants font brûler le riz et le mangent calciné en espérant qu'il n'est pas toxique. Ce qui est plus grave encore, c'est que beaucoup de survivants sont frappés de stupeur. Ils n'ont même pas la force d'effectuer les gestes essentiels de la survie. Et les témoignages sont pénibles. On a vu des soldats obliger les rescapés à creuser des fosses. Dans une île de 5000 habitants, 4 rescapés seulement, probablement condamnés à mourir de faim. Et ses enfants peut-être. L'eau est polluée par les cadavres d'animaux. Il n'y a pas assez de vaccins contre la typhoïde, le choléra, encore moins de moyens de les acheminer, et aussi 60 médecins pour 3 millions de sinistrés. Partout, le même spectacle, insoutenable. Partout dans cette vie, qui malgré ces images tente de s'organiser, la famine. Il s'agit d'arracher à la boue, d'arracher au sol, emporté par l'eau, tout ce qui peut servir de nourriture. Et cela, dans un pays où en temps normal, la ration alimentaire par habitant est parmi les plus faibles du monde. Voici le seul moyen de se protéger contre les émanations. Un pauvre mouchoir. Les premiers récits de sauveteurs, les premiers récits de nos envoyés spéciaux dépassent toute l'horreur imaginable.
chacun de leurs pas s'accompagne dans ces villages, dans ce qui étaient des villages de supplication. Donnez-nous à manger, donnez-nous de l'eau. Partout, le regard de la caméra ne rencontre que ce cauchemar. Partout dans le monde aussi, c'est le même élan de solidarité. Mais de quoi sert la solidarité si elle se heurte à ces visages et si elle n'a pas les moyens techniques d'acheminer les secours? Cet homme n'a pas besoin de langage pour dire le déchirement de tout ce pays. La Croix-Rouge de la Chine populaire a donné 6 milliards de francs. La communauté économique européenne a décidé d'envoyer 1,5 million de nourriture, 1,5 million de rations pendant 2 mois. Les États-Unis offrent 6 hélicoptères, mais tout cela arrivera-t-il à temps? Des images terribles qui correspondent à la réalité, hélas. Il nous faut maintenant venir aux affaires françaises. À Paris, cet après-midi, 2 manifestations sont prévues et qui ont un intérêt assez particulier parce que ce ne sont ni des manifestations de paysans, ni d'ouvriers, ni d'étudiants, ce sont des manifestations de gens qui sont vous, moi, tout le monde. C'est cette catégorie qu'on désigne sous le triste nom d'usager, François-Henri Virieux, et le sort de l'usager, en tout cas, est quelque chose qui devient de plus en plus triste, surtout si l'on considère les transports en commun. Oui, en fait, cette mini-révolte des usagers, comme vous dites, est organisée à l'appel des partis de gauche et des syndicats, et elle est importante pour 2 raisons. D'abord parce qu'il était assez rare jusqu'à présent, tout au moins jusqu'à il y a 1 an, avec la grève de l'EDF, que les usagers des services publics fassent entendre leur voix. Ensuite, parce qu'apparaît dans les cahiers de doléances des syndicats une revendication d'un type nouveau. Jusqu'à présent, les syndicats s'occupaient d'améliorer les conditions de travail, de réduire les horaires, de faire augmenter les salaires. Accessoirement, ils s'occupaient du logement. Aujourd'hui, en fait, ils s'aperçoivent qu'il ne sert à rien d'être mieux logé et de travailler dans de meilleures conditions si le temps et de réduire les horaires, si le temps ainsi économisé doit en fait être perdu dans le métro ou dans les trains de banlieue. Ceci est particulièrement vrai, je crois, de l'agglomération parisienne qui représente quelque chose comme, si je ne me trompe, le 6e de la population française. C'est particulièrement vrai dans la région parisienne où un travailleur sur 2 doit faire 2 fois par jour un très long trajet. Un trajet qui peut aller jusqu'à, c'est le cas extrême, 4h20, mais qui atteint souvent 4 heures. 4 heures par jour de transport, c'est d'ailleurs le titre d'un livre remarquable de Brigitte Gros, députée maire de Meulan, dans la région parisienne, et qui vient de sortir actuellement en librairie. Ce trajet revient en moyenne aux travailleurs de la région parisienne à 56 francs par mois, et d'une façon générale, le transport est de plus en plus long et de plus en plus coûteux parce que les villes s'agrandissent. Et il se fait aussi dans des conditions de plus en plus inconfortables parce que, bien sûr, l'équipement des transports ne peut pas suivre cette croissance effrénée des villes. À la gare Saint-Lazare, à Paris, il y a aujourd'hui le même nombre de rails qu'au début du siècle. Or, la population de la banlieue ouest est passée pendant cette même période de 200 000 habitants à 3 millions d'habitants. Alors j'entends bien que la SNCF a fait des progrès techniques considérables, mais tout de même, les chiffres sont là. Alors le thème des manifestants de cet après-midi, dans le quartier de l'Opéra à Paris, dans le quartier des Halles, est le suivant. Ils disent: ce n'est pas nous, usagers, qui choisissons le lieu où nous habitons, ce n'est pas nous qui choisissons le lieu où nous travaillons. La moindre des choses serait que l'État et les industriels mettent en place et financent de leur denier un système qui nous permette de nous déplacer rapidement, confortablement et à bon marché. Les syndicats et les partis de gauche font remarquer, en effet, que les industriels parisiens n'ont pas les charges de ramassage de main-d'œuvre que doivent supporter les industriels de province, et elles devraient, ces entreprises parisiennes, pouvoir offrir en contrepartie à leurs employés des cartes de transport gratuites qui seraient valables sur l'ensemble de la région parisienne, quelle que soit la distance. Et je dois dire que c'est un problème qui n'a pas échappé à M. Chaban-Delmas, et lors du discours qu'il a prononcé devant les députés le 15 octobre dernier, il a dit, je cite, il a dénoncé l'inconfort excessif de nombreux déplacements quotidiens. Il y a encore un autre fléau de notre vie quotidienne, c'est hélas le bruit, vous le savez. Lorsqu'un chantier s'ouvre à côté de vos fenêtres, il n'y a qu'une solution, c'est souffrir et patienter. Eh bien, à Annecy, une expérience a été faite pour essayer de changer pour une fois cette fatalité. Des travaux devaient être entrepris dans un hôpital qui ne pouvait pas fermer, bien entendu, et où il n'était pas question non plus d'incommoder
les malades avec le bruit des marteaux pneumatiques. Voici comment on a procédé pour faire cette expérience. Vacarme, caractéristique, qui ne le reconnaît pas, qui n'a jamais été incommodé par le bruit propagé par les engins des chantiers de démolition. Lorsque le chantier se trouve dans la cour de l'hôpital, c'est le cas à Annecy, on prend des dispositions. Ici, le chantier est presque silencieux. Pour preuve, l'entretien que voici, qui a été enregistré à 3 mètres du même engin que celui qui nous assourdissait il y a quelques instants. Monsieur Fatlet, vous êtes le directeur de cette entreprise. Avec vous ici, vos collaborateurs, vous avez réussi donc à résoudre ce problème du bruit pour travailler à proximité immédiate de cet hôpital. Alors comment avez-vous fait? C'est-à-dire que le bruit nous a posé de gros problèmes. Il a fallu réaliser un appareil entièrement fait dans nos ateliers. C'est M. Holz qui a donc construit cet appareil. Enfin, nous avons quand même réalisé quelque chose qui a supprimé totalement le bruit de la perforation. La commission administrative de l'hôpital d'Annecy a jugé utile, en fonction des travaux de démolition et d'infrastructure de la deuxième tranche de l'hôpital, de prévoir des travaux spéciaux quant au bruit donné par ces travaux. Elle est exigeante et dans le cadre du cahier des charges notamment, elle a exigé un nombre de décibels très serré et ceux-ci ont été calculés de telle sorte que les bruits de ces réalisations ne dépassent pas les bruits ambiants normaux de l'hôpital. Certes, cette décision a été très difficile à prendre par la commission administrative, étant donné qu'elle entraînait des charges financières très importantes ou relativement plus importantes que des travaux normaux. Mais je pense que s'agissant de malades, de gens hospitalisés notamment, qui ont des gros traumatismes, des gros soins médicaux, il était nécessaire de prévoir pour eux le silence le plus absolu. Les explosions provenant des tirs de mines font également beaucoup de bruit généralement. Ici, elles sont indispensables pourtant. Il faut extraire en effet 8000 m3 de rochers. Un spécialiste, M. Dorigo, a étudié un moyen ingénieux qui permet, en quelque sorte, de fractionner l'explosion. Le bruit est alors beaucoup plus sourd. Monsieur Vatlet, si un chantier comme celui-ci est silencieux parce qu'il est à proximité d'un hôpital, ne pensez-vous pas que cela puisse malgré tout se généraliser à tous les autres chantiers? Je pense, mais malgré tout, il faudrait réétudier le problème du cache de l'appareil, c'est-à-dire soit en matière plastique, enfin toute matière légère, de manière à pouvoir le monter sur un croulier. C'est un appareil qui est monté sur des chenilles et qui puisse se déplacer facilement. Parce que sur un chantier, c'est cet appareil qui fait le plus de bruit. Exactement, c'est la perforation qui fait le plus de bruit. Oui, c'est ce que le commun des mortels appelle en général un marteau-piqueur. Oui. Ce n'est pas exactement cela, mais enfin on connaît cela sous ce nom. Oui, c'est une perforatrice, c'est exact, qui marche à l'air comprimé et qui fore des trous dans la roche de l'ordre jusqu'à 30 mètres de profondeur, mais qui fait énormément de bruit quand il est à l'air libre. Cette petite prouesse a été possible à Annecy. Alors, pourquoi pas ailleurs? Les municipalités ou autres collectivités retiendront peut-être cet exemple qui prouve qu'un chantier silencieux, ce n'est plus une utopie. Oui, pourquoi pas ailleurs? Faut-il décoloniser la femme? C'était le thème de notre émission à armes égales hier soir à Information Première. Le débat opposait Jean Foyer, ancien garde des Sceaux et professeur de droit à Nanterre, à la faculté de Nanterre, et Françoise Giroux, directrice de l'Express. François-Henri de Virieux, à la fin de l'émission, posait quelques questions de plus sur l'épineux problème de l'égalité des salaires entre l'homme et la femme, en interrogeant M. Foyer et M. Fontanet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Population. Monsieur le ministre, je crois qu'il y a une question sur laquelle il faut qu'on revienne, c'est cette polémique autour des chiffres, n'est-ce pas? Monsieur Foyer a dit que l'écart des salaires masculins et féminins n'était que de 7%. Madame Giroux a dit qu'il était de 33%. Alors, le point de vue du spécialiste. Oh, le spécialiste. Non, les deux chiffres sont justes, mais il ne s'agit pas, dans les deux cas, des mêmes salaires. 33%, c'est l'écart entre la moyenne de tous les salaires masculins et la moyenne de tous les salaires féminins. Et l'écart est très important parce que, comme on l'a dit, les femmes recevant en général une formation professionnelle moins poussée, ou même souvent pas de formation professionnelle du tout, sont moins qualifiées en moyenne que les hommes.
Le chiffre de M. Foyer de 7,34%, vous êtes, voyez-vous, plus spécialiste que moi, c'est la comparaison entre les salaires masculins et les salaires féminins dans des emplois comparables. C'est là, évidemment, qu'apparaît la disparité dont il a été discrimination. Et c'est, je crois qu'il faut le préciser, un taux de salaire horaire, c'est-à-dire qui, en fait, ne tient pas compte des heures supplémentaires. Or, les femmes ne font pas d'heures supplémentaires et d'heures de nuit, alors que les hommes en font. Si vous voulez, alors là, il est assez normal que quand une durée de travail est plus longue, elle s'accompagne d'un salaire plus important. Autrement dit, je le répète... Est-ce qu'il y a un vrai chiffre dans ces deux-là? Au fond, finalement, 33%, c'est la différence de situation réelle entre les hommes et entre les femmes. Non, pas à qualification égale. Mais les hommes et les femmes n'exerçant pas les mêmes métiers, on ne peut comparer que ce qui est comparable, c'est-à-dire le fait qu'ils ne font pas les mêmes métiers. Alors, s'ils ne font pas les mêmes métiers, vous ne pouvez pas demander qu'ils aient la même rémunération. Enfin, je crois que ce qu'on peut tirer du chiffre de Mme Françoise Giroud, c'est qu'en effet, les femmes sont moins qualifiées. Lorsque vous faites la moyenne brutale et idiote qui consiste à diviser la masse des salaires féminins par le nombre des travailleuses féminines et la masse des salaires masculins par le nombre des travailleurs masculins, c'est la réalité. C'est la réalité. Vous aboutissez effectivement, à une différence qui est très considérable. Mais elle n'est pas extrêmement significative. Le véritable problème de disparité, celui qui fait apparaître la discrimination, c'est l'hypothèse dans laquelle vous êtes en présence de gens qui, ayant des qualifications semblables, sont rémunérés les uns moins que ne sont les autres. Donc les hommes et les femmes ne sont pas à armes égales dans le travail. Ce que je voudrais ajouter, c'est que cette discrimination, cette différence, cette disparité de l'ordre de 7% entre hommes et femmes occupant des emplois équivalents a eu tendance à se réduire. Elle était de l'ordre de 10% il y a quelques années, et elle est maintenant de l'ordre de 7%. C'est-à-dire que je crois que l'on va dans le sens d'une égalisation qui n'est pas encore suffisante, mais qui tout de même est une tendance. Ça, c'est les conséquences, on peut le dire, de mai 68. Pour une large part. À la rubrique des faits divers, on croit véritablement rêver devant cette affaire de rap de Rouen. Dimanche, la famille sans Covid s'engage une bonne. Lundi, la bonne disparaît avec le bébé de 15 mois. On pense au geste d'une déséquilibrée. Non, c'est un rap dont on trouve un message qui réclame 150 000 francs. On les trouve, on les donne, l'enfant est rendu, et voilà un rap qui est monté, réussi, comme la plus banale des affaires commerciales. Heureusement, il semble que la police n'ait pas perdu de temps pour prendre la piste. Le petit Arnaud, lui, a été retrouvé peu avant minuit sur le palier du 2e étage d'un immeuble du centre de Rouen. Enquête sur place de notre station de Rouen. Monsieur Hébert, c'est vous qui avez découvert ce petit enfant cette nuit. Comment cela s'est-il passé? J'étais occupé avec ma femme à bricoler, et tout d'un coup j'ai entendu des cris d'enfant, un enfant qui pleurait dans l'escalier. Alors j'ai été voir, j'ai regardé par l'œil, voyant qu'il n'y avait pas de lumière, j'ai ouvert la porte, j'ai ouvert la minuterie du couloir, et j'ai aperçu ce petit enfant sur une couverture, habillé, qui était là en train de pleurer. Il était quelle heure? Il était 11h moins le quart à peu près. Quel effet ça vous a fait de trouver comme ça? J'ai eu l'effet d'un enfant abandonné immédiatement, alors j'étais émotionné. J'ai ramassé le petit avec la couverture, puis je l'ai mis dans les bras de ma femme. On l'avait d'abord posé dans ce fauteuil-là. On l'a posé, il a continué à pleurer, alors je l'ai pris. J'ai laissé la couverture, j'ai pris le gosse et je l'ai découvert un peu. Il était en transpiration, il pleurait, pauvre petit bonhomme. Il était bien vêtu? Très bien vêtu. Un manteau, espèce de canadienne doublé de mouton, absolument neuve. Alors, aussitôt transporté à l'hôpital de Rouen, l'enfant a été examiné, bien entendu. Les médecins n'ont rien trouvé d'anormal. Il a été rendu à sa mère à 4 heures ce matin. Retour en arrière, maintenant, si vous voulez, sur les lieux de l'enlèvement, avec notre enquêteur à Paris, François Cornet. C'est dans ce quartier populaire du 19e arrondissement au 15 de la rue Pradier, dans un petit immeuble moderne, que vit avec son fils Arnaud, âgé de 15 mois, Madame Veillard, une jeune femme de 35 ans, secrétaire dans une entreprise commerciale. Denise Veillard vit seule, elle est divorcée depuis quelques mois, son enfant s'appelle Arnaud Simkovisk. La semaine dernière, elle avait passé plusieurs annonces dans la presse pour engager une femme de ménage. Étant employée, elle ne pouvait s'occuper de son enfant toute la journée. Plusieurs jeunes femmes se présentèrent rue Pradier. L'une d'elles, âgée d'une vingtaine d'années, de bonne apparence, fut engagée. C'était la ravisseuse. Écoutez la concierge de l'immeuble qui l'a rencontrée lundi dernier, jour de l'enlèvement.
Cette jeune fille est venue se présenter, disons lundi tantôt, entre 14 et 15 heures, à peu près, pour me demander le renseignement suivant, à savoir si je pouvais lui montrer la poussette ou le landau du bébé de Madame Veillard. Donc, je lui ai répondu ce qui suit, que je ne pouvais pas, étant donné que je ne connaissais pas individuellement l'appartenance de tel landau à tel locataire, puisqu'il y en a quand même pas mal dans l'immeuble. Sur quoi cette jeune fille est repartie. Et j'ai pu constater que cette jeune fille était de taille moyenne, cheveux châtain clair, sympathique dans l'ensemble, pas du tout un air déluré, ça j'avoue, elle ne m'a pas fait très mauvaise impression du tout, du tout. J'étais loin de penser à une chose pareille. Notre confrère François diffuse dans sa première édition aujourd'hui un portrait robot que vous avez établi avec eux, je pense. Est-ce que ce portrait est très rapprochant? Le plus rapproché possible. Vous dire qu'il est exactement identique, non, il peut pencher sur un détail, mais... Qu'est-ce que vous donneriez comme correction? Les cheveux flottants, les cheveux un peu plus... Et les yeux seraient un peu plus rapprochés quand même, mais les cheveux un peu plus flottants. Ce ne sont pas des cheveux, disons, d'une jeune fille qui a les cheveux longs et mal soignés. Ils étaient soignés et pas très très longs, mais enfin un peu plus flottants que la photo là. Voyez-vous? Oui, je vous rappelle, au cas où vous ne l'auriez pas compris, que l'argent de la rançon avait été déposé à Paris, dans le quartier de la gare Saint-Lazare. C'est pourquoi nous parlions de Paris à propos de cet enlèvement qui a eu lieu à Rouen. Les affaires étrangères, maintenant, les mémoires de Nikita Khrouchtchev, que s'apprête à publier un certain nombre de magazines, de revues européennes et occidentales, sont un faux. C'est moins l'information elle-même qui a fait sensation que le fait qu'elle émane de Nikita Khrouchtchev lui-même, qui a signé les déclarations des journaux soviétiques. Jusqu'ici, en effet, en Union soviétique, un dirigeant limogé n'a jamais eu droit à la parole. Khrouchtchev, comme les autres, comme Malenkov, comme Molotov, comme un certain nombre d'autres, était considéré comme politiquement mort. C'est donc un fait sans précédent que les autorités aient donné la parole à M. Khrouchtchev, même si c'est pour lui laisser dire qu'il n'a jamais rien dit. Cela ne s'était jamais vu en URSS. Un dirigeant déchu, un mort politique condamné aux longues promenades en forêt, s'est vu offrir les colonnes de la très officielle Pravda pour y publier une déclaration. Le dirigeant, c'est M. Khrouchtchev, démis de ses fonctions en 1964 et qui, depuis, vit retiré dans sa datcha de la banlieue moscovite. La déclaration de M. Khrouchtchev, elle se résume en une simple phrase. Les mémoires que l'on m'attribue en Occident sont un faux. Ce démenti de l'ancien dirigeant soviétique ne résout en fait rien. Les éditeurs occidentaux, s'ils ne parlent plus de mémoire, continuent d'affirmer que le document qu'ils possèdent est authentique. Personne cependant ne veut révéler comment il est parvenu en Occident. Personne non plus n'explique comment M. Nikita Khrouchtchev, lui qui n'écrivait jamais, a pu rédiger en cachette un texte de 700 pages qu'il a ensuite proposé en priorité à des éditeurs capitalistes. M. Khrouchtchev n'a pas besoin d'argent, c'est un retraité de 76 ans auquel le gouvernement soviétique prête villa, voiture et alloue quelques 500 roubles par mois pour ses menus besoins. Apparemment donc, M. K n'a aucune raison de jouer les frondeurs. À toutes les questions que l'on se pose sur cette affaire, il n'y a pas pour l'instant de réponse. Mais tout cela a certainement un sens, tout comme le geste des autorités soviétiques de donner la parole à un homme dont on pensait qu'il était voué désormais au silence absolu. Mais M. K préfère certainement le jardinage à la littérature. Dans le ciel où il y en a déjà tant, un nouvel avion a pris son vol. Il est américain. Cela s'est passé en Californie. Voici le dernier né de la construction aéronautique américaine, le TriStar, ou si vous préférez le Lockheed 1011, à l'occasion de son premier vol au-dessus du centre aéronautique de Palmdale, en Californie. Cet appareil peut transporter 260 passagers sur une distance de 6000 km, et ses 3 réacteurs, Rolls-Royce, lui permettent une vitesse de croisière de 970 km/h. Le TriStar est avec le Douglas DC-10 le concurrent le plus dangereux pour l'Airbus européen. Ces 3 appareils sont en effet les chefs de file d'une nouvelle génération d'avions que l'on appelle d'un terme assez barbare les longs moyens courriers. Ils seront à mi-chemin entre la Caravelle et le Boeing 747. Mais de l'avenir commercial du TriStar dépendront aussi l'avenir des firmes Lockheed et Rolls-Royce qui connaissent en ce moment de sérieuses difficultés financières. À ce jour,
178 exemplaires du TriStar ont été commandés par les compagnies aériennes et cet appareil sera mis en service d'ici 1 an. Michel Drucker, l'actualité sportive est très chargée, je crois. Il y a surtout aux États-Unis ce soir un match de boxe très important. Très important, c'est le championnat du monde de la catégorie des poids lourds qui va opposer deux Noirs américains que nous allons voir sur cette photo. Frazier à gauche, tenant du titre, à Foster, que vous voyez ici à droite. Le combat aura lieu sur le ring de la vieille arène de Détroit, la même où il y a 21 ans, Marcel Cerdan perdit son titre mondial face à Jack LaMotta. Frazier, qui est une véritable force de la nature, est favori. Il est invaincu après 26 combats professionnels, une carrière professionnelle commencée, vous le savez, immédiatement après les Jeux Olympiques de Tokyo. S'il gagne ce soir, Frazier rencontrera le vainqueur du match Cassius Clay-Bonavena, match qui a lieu dans 3 semaines. Et il touchera ce soir 150 000 $. Voici Cassius Clay. Sport automobile, le rallye de Grande-Bretagne se termine cet après-midi à Londres. Il se disputait depuis samedi à travers l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. C'est le rallye le plus important de la saison. D'abord parce que toutes les grandes équipes d'usines y participent avec leurs meilleurs pilotes. Ensuite parce que le titre des champions d'Europe des constructeurs s'y joue entre Porsche et Alpine Renault. Depuis le début, on a assisté à un véritable chassé-croisé pour les premières places et aussi à une cascade d'abandon parmi les favoris. À quelques heures de la fin, la situation est la suivante. C'est un classement que m'a communiqué il y a quelques minutes Stéphane Collaro. Premier, Karlström, le Suédois sur Lancia, le vainqueur de l'an dernier. Deuxième, Jean-Luc Terrier sur Alpine. Troisième, Ericsson, le Suédois sur Opel. Et merci, encore une information justement toute fraîche. Jean-Luc Terrier a donc pris la tête de ce rallye avec 12 secondes d'avance sur Karlström. Vous voyez que le classement rebondit à quelques heures de l'arrivée. L'arrivée a lieu, je vous le rappelle, cet après-midi à Londres, à 17h. Toujours à Londres, hier a eu lieu une très émouvante cérémonie à laquelle assistaient tous les grands du sport automobile. Vous reconnaissez Jackie Stewart, vous allez apercevoir Graham Hill, Jack Brabham, l'Australien qui vient de prendre sa retraite, et Colin Chapman, le directeur de l'écurie Lotus. Voici Graham Hill. Tous étaient venus soutenir Madame Rindt qui recevait le trophée décerné au champion du monde des conducteurs pour la saison 70, trophée qui pour la première fois est décerné à titre posthume. Vous vous souvenez bien sûr que le pilote autrichien Rindt trouva la mort cet été à Monza au cours des essais du Grand Prix d'Italie. C'est Jackie Stewart, le champion sortant, qui remit le trophée à Nina Rindt. Football, Mireille Mathieu a procédé ce matin à Paris au tirage au sort d'une importante compétition, les quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Voici ce résultat. Le club Zeiss d'Allemagne de l'Est rencontrera l'Étoile Rouge de Belgrade. Ajax d'Amsterdam rencontrera le Celtic de Glasgow, un match explosif. Everton, champion d'Angleterre, contre Panathinaikos de Grèce. Et Atlético de Madrid contre les Legia de Varsovie. Football toujours, après une longue interruption due aux matchs internationaux. Le championnat reprend ce soir avec des matchs très intéressants, notamment un derby breton, Rennes contre Nantes, qui attirera la grande foule ce soir à Rennes. Strasbourg joue contre Ajaccio et le public de Strasbourg sera sans doute très heureux de revoir Molitor, qui est devenu une vedette en quelques jours. Il a marqué 2 buts contre la Belgique. Je vous propose de faire plus ample connaissance avec ce sympathique avant-centre. C'est notre station de Strasbourg qui a fait pour vous le portrait de Molitor. Comme Molitor, son nom fait la une de tous les journaux sportifs de France depuis quelques jours. C'est lui qui, dimanche dernier, a signé la première victoire française au stade du Heysel à Bruxelles depuis 1952. Lors de la dernière victoire française au Heysel, il avait tout juste 4 ans. Depuis, les choses ont bien changé. Après avoir débuté à l'âge de 10 ans dans un petit club de la banlieue strasbourgeoise, Marco Molitor a signé l'année dernière un contrat professionnel le liant pour 3 ans au Racing Club de Strasbourg. Après avoir été international junior, international amateur, 13 fois international espoir, il faisait dimanche des débuts remarqués en équipe de France A. Sa place de prédilection, avant-centre de soutien, lui permet de marquer en moyenne une quinzaine de buts par saison. Il est vrai qu'à Strasbourg, il est entouré de techniciens hors pair, comme Jean-Noël Huc et le Yougoslave Ivanosi. Molitor, excellent technicien, n'en est pas moins un excellent buteur. Il marque des buts de la tête et tire des 2 pieds. Son triomphe de Bruxelles n'a pas perturbé sa vie d'étudiant. Il a su avec beaucoup de sérieux concilier à la fois les études et le sport. Marco Molitor est en effet en 2e année de kinésithérapie. Et tous les matins, avant de rejoindre ses camarades à l'entraînement, il se rend tout d'abord aux hospices civils de Strasbourg pour y apprendre son futur métier. Après quoi, en compagnie de son compère de l'équipe de France, Jean-Noël Huc, il se rend à l'entraînement. Car dans la vie, comme sur un stade de football, Jean-Noël Huc et Marco Molitor ne se quittent jamais.
À Strasbourg, quand le tandem Huck-Molitor joue bien, le Racing gagne, c'est bien connu. Indique-t-on que les deux garçons sont bien décidés à adapter à leur nouvelle équipe, le Club France. C'est formidable pour moi, mais c'est formidable pour toute l'équipe également, car nous avons réussi à battre les Belges chez eux pour la première fois depuis 18 ans. Et je crois que nous avons vaincu le signe indien qui voulait justement que la Belgique soit la bête noire de l'équipe de France. Vous pensez avoir signé un long bail avec l'équipe de France? Eh bien, ce problème des sélections est toujours très délicat. Le sélectionneur prend toujours le gars qui est le plus en forme. Et il faut toujours confirmer une blessure ou un manque de forme est vite arrivé. Mais vous n'avez pas peur qu'il vous arrive le même sort qu'à Fleury Dinalo, par exemple, qui avait marqué également pour ses débuts en équipe de France 2 buts, et finalement on n'a pas très souvent revu le petit Lyonnais en équipe de France? Eh bien justement parce que Dinalo ne s'est peut-être pas affirmé tous les dimanches comme un international. Et de ce fait, il a été remplacé au poste d'avant-centre en équipe de France. Et ça fait 2 ans à peu près que vous jouez en équipe professionnelle. Est-ce que vous avez déjà été déçu dans votre carrière? Je dois dire que depuis que je suis professionnel, je n'ai pas été déçu. Au contraire, l'an passé, nous avons fait une remarquable saison. Nous avons terminé 5e avec Strasbourg, ce que nous ne pouvions pas espérer en début de saison. Pour le moment, je dois dire que je suis un peu attristé par la position de Strasbourg qui n'est vraiment pas à sa vraie place, surtout avec les joueurs de valeur dont elle dispose. Mais je pense que si toute l'équipe donne un bon coup de main, elle regagnera sa place. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous allons nous quitter avec les cours de la bourse. À vous, Michel Tardieu. Bien, Georges Walter, on commence à s'ennuyer à la Bourse de Paris parce que vraiment les séances se ressemblent dramatiquement. Elles sont aussi médiocres les unes que les autres. Aujourd'hui encore, il ne se passe pratiquement rien. Il y a fort peu de points de fermeté et une majorité très nette d'effritement. Peut-être une seule exception, Perrier, qui est ferme, mais Perrier, depuis quelque temps, a pris l'habitude d'avoir des velléités de hausse à la veille de la liquidation. Alors, la liquidation aura lieu dans 2 jours. Pour le reste, les boursiers ont pourtant une bonne nouvelle, l'abaissement du taux d'escompte de la Banque d'Allemagne qui revient de 7 à 6,5. Abaissement prudent, et il est à souligner d'ailleurs que la Banque d'Allemagne a un petit peu imité les méthodes de M. Giscard d'Estaing, car en même temps qu'elle réduisait son taux d'escompte, elle augmentait le pourcentage de liquidité que les banques allemandes devront déposer auprès d'elle pour geler une partie de leurs capitaux. De toute façon, cet abaissement du taux d'escompte en Allemagne est une confirmation de la tendance générale à la baisse des taux dans le monde, qui confirme notamment ce qui s'est passé ces derniers temps sur le marché de l'euro-dollar et ce qui se passe également en France sur le marché monétaire. Si bien que certains boursiers se demandent peut-être un peu prématurément si la Banque de France ne va pas être amenée, elle aussi, à rabaisser son taux d'escompte, ce qu'elle a fait il n'y a pas déjà très longtemps. En tout cas, c'est dans cette baisse des taux d'intérêt que la bourse trouvera, si elle le trouve, l'élément qui lui permettra de remonter. En effet, les investisseurs institutionnels sont souvent encore très liquides parce qu'ils voulaient profiter précisément des taux d'intérêt élevés. Ils gardaient donc de l'argent liquide qu'ils plaçaient à court ou à moyen terme. Et maintenant, si les taux d'intérêt baissent, eh bien, toutes ces liquidités devront bien revenir sur le marché et notamment s'investir en actions. Mais la reprise de Paris pourrait peut-être, si elle se produit, être plus rapide dans le cas où les étrangers achèteraient librement en France. Et là, il est bien certain que le contrôle des changes les en dissuade parfois. C'est ce que M. Maurice Lauré, le directeur général de la Société Générale, a dit très clairement dans une interview qu'il a accordée à notre confrère Entreprise. M. Lauré a dit, et là je le cite parce que je pense que c'est important, M. Lauré dit « Paris est actuellement une place peu internationale, et cela pour un certain nombre de raisons, dont les principales sont le contrôle des changes et la fiscalité. Un marché international est en effet un endroit où les capitaux du monde entier vont et viennent à leur guise, et sans craindre d'être amputés au passage. Il ne faut donc pas en particulier parler de spéculation au moment de certains retraits, alors que l'on ne s'était pas soucié du même qualificatif au moment de l'entrée des mêmes capitaux. Il ne faut pas non plus, sous prétexte que l'impôt sur les successions est un impôt réel, l'appliquer aux comptes qu'entretient dans une banque française un riche émir pétrolier du Golfe Persique. Le résultat n'est pas que le fisc perçoit un impôt, mais que les dépôts des riches étrangers ne se font plus en France.